Bonsoir à tous. Donc, nous accueillons aujourd'hui Pascal Marmet qui vient nous présenter son dernier roman tiré à quatre épingles. Donc Pascal, est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter et présenter en quelques mots ton dernier livre? Oui, bien sûr. Un peu fort. Ouais. Bien sûr. Alors là, c'est mon dernier livre qui s'appelle Tiré à quatre épingles, on va montrer un petit peu, qui vient de sortir aux éditions Michalon dans la collection Polar. Donc du coup, c'est un vrai polar. Hein. C'est un vrai polar. Là, on n'est pas dans un thriller. On est aux côtés du commandant Chanel pour dérouler l'enquête avec lui. Et on est à ses côtés comme si on était un petit peu son assistant. Ça se passe à Paris. La plupart des scènes se passent dans le 6e arrondissement. C'est un quartier que je connais bien, parce que je suis né à Paris. J'ai vécu à Paris longtemps avant d'habiter le sud de la France maintenant. J'habite à côté de Nice. Merci d'être venu de si loin. Alors, ça nous fait un petit week-end, c'est bien, c'est agréable. Et donc tout se passe à Paris. Il y a des scènes gare de Lyon, mais l'essentiel des musées des Arts Premiers aussi. Musée du Quai Branly, donc le musée Chirac, mais surtout dans le 6e arrondissement, puisque c'est un polar très Quai des Orfèvres. Voilà. Donc, pour rentrer un peu plus dans le roman, donc c'est l'histoire, ça commence avec un jeune garçon, 18 ans à peu près, qui est un peu vagabond, qui traîne sa peine dans la gare de Lyon, tout habillé de vert. Il a le syndrome de Peter Pan, le syndrome de l'enfance. Et puis c'est 18-20 ans, c'est ça, c'est un jeune garçon qui est un petit peu paumé hein, quand même, hein, qui est un petit peu un refoulé de la vie. Il a eu, je raconte un peu son enfance dans le livre, il a eu une enfance pas très heureuse quand même, hein, ses parents étaient pas très sympas avec lui. Et là il est un petit peu SDF, un petit peu, il dort dans les trains, il est recueilli par les gens de la SNCF qui s'occupent de lui, il passe l'essentiel de son temps gare de Lyon à suivre un petit peu à être sur le quai de gare, tout habillé de vert, il est un peu bizarre. Oui. Pour en revenir à sa mère, il a été mis à la porte parce qu'il a loupé son CAP. Oui, son CAP de boulangerie. Et donc, comme il a 18 ans, sa mère décide de le mettre à la porte. Elle a fait son œuvre. Voilà. Ouais, il y a des familles comme ça qui sont pas très aimantes. Il lui a donné un billet de 20 € pour le remercier de la vie. Quoi. Et donc ce jeune garçon va faire la rencontre de Samy. Oui, c'est pas une rencontre très heureuse, mais enfin comme il est un peu paumé, un peu perdu par la vie, il va rencontrer un jeune escroc voilà. Qui est plus âgé que lui, hein, du coup, hein, qui a 39-40 ans et qui va l'inciter à commettre un cambriolage, parce que lui c'est un escroc. Il a trouvé le pigeon et donc il va se lier, le jeune Laurent va se lier d'amitié, lui il voit que de l'amitié avec ce Samy, et donc ils vont commettre un cambriolage. Oui, parce que Laurent il est jeune, il a 18-20 ans, on le rappelle, hein, je ne parle pas de son âge, mais enfin on peut supposer qu'il a 18-20 ans, et il est dans l'affectif, que Samy, lui, c'est un escroc minable. Hein. On peut dire que c'est un escroc minable, mais c'est un escroc. Donc lui, il a une quarantaine d'années, il est rompu déjà à certaines pratiques, et il va inciter Laurent à commettre un cambriolage, et pour ça, il va lui payer quelques coupes de champagne au bar, ce qui va un petit peu le griser, notre ami Laurent, et il va suivre Samy un petit peu. C'est Samy qui décide où et quand. Hein. On va se passer une seconde, je crois que ça ne débordera pas. Donc ils vont commettre un cambriolage tous les deux et ils vont tomber sur l'occupante de l'appartement. Oui, alors ça c'est un cas de hasard en fait. Samy il travaille dans une serrurerie, donc lui il connaît tous les trucs pour ouvrir les portes, et en fait ils vont au plus facile, ils vont à une porte qui n'est pas verrouillée avec 35 000 serrures, etc. Il ouvre avec sa clé plein appui, et chose un petit peu improbable, ils commencent à cambrioler, ils vont se retrouver nez à nez avec la propriétaire de l'appartement, qui est disons dans une mauvaise posture. Oui, alors on va dire qu'elle a fait une chute dans l'escalier, et qu'elle se retrouve immobilisée en bas de l'escalier. Elle se préparait à un voyage. Oui, elle se prépare à un voyage parce qu'il y avait des valises, mais on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus, on n'en dira pas plus pour l'instant.
Ce qu'on dira juste, c'est que l'ambiance de l'appartement est bien particulière. Oui, c'est un appartement qui est très particulier puisqu'il regorge de trésors africains, de grilleries, de statuettes d'Armigondi, etc. Ce qu'on appelle l'art nègre, mais sans aucune signification péjorative, parce que ça s'appelle comme ça. Au musée du Quai Branly, vous avez énormément de statuettes comme ça d'Armigondi, et on appelle ça là comme ça. Et vous avez rue Jacques Caillot, et rue, dans le 6e arrondissement, rue Guénégaud, tout un tas de petites boutiques, parce que je les ai visitées, qui sont des boutiques d'objets d'art, mais d'objets d'art africains. Et vous pouvez acheter certaines statuettes, vous pouvez acheter certains objets qui viennent d'Afrique, à des prix d'ailleurs très élevés, parce que c'est un art qui est très prisé par certains collectionneurs. Et ça coûte très très cher, puisqu'on a eu pas mal de statuettes qui ont été affichées à Drouot et chez Sotheby's à 250 000 €, c'est tout à fait courant. Donc c'est très cher. C'est pas très, moi personnellement, c'est pas un art que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment particulier, et surtout c'est un art un petit peu dangereux, puisque ces statuettes sont percées de clous et chargées en sorcellerie. Et ça c'est tout à fait vrai, puisque j'ai visité le musée des Arts Premiers. Tous les lieux que je raconte dans le livre, je les ai visités. Le 36 quai des Orfèvres, je suis allé avec un commandant qui s'appelle pas Chanel. J'ai été visiter le 36, je suis allé gare de Lyon, j'ai visité la gare avec un responsable de la SNCF, ce qui explique que je suis au courant des caméras et tout ça. Et bien sûr le musée des Arts Premiers, puisque c'est un thriller, un polar qui se passe avec un fond de sorcellerie, et au musée des Arts Premiers, Quai Branly à Paris. Donc c'est aussi un livre qui donne envie d'aller, si un jour vous allez à Paris en vacances ou en promenade ou pour le travail, eh bien vous pouvez aller faire un tour au musée des Arts Premiers, Quai Branly, qui est un musée très intéressant, et vous allez retrouver certaines statuettes qu'on a dans le livre. Et donc, ce qui va déclencher l'enquête du commandant Chanel, ce n'est pas le cambriolage en fait, c'est... Non, parce que le cambriolage... La brave propriétaire de l'appartement va être retrouvée avec 3 balles dans le corps, morte, et c'est ce qui va donc déclencher l'enquête du commandant Chanel. Voilà, l'enquête préliminaire du commandant Chanel. Il faut vous dire que, bien sûr, donc alors, ces deux cambrioleurs essayent de faire un casse rue Impasse de Conti, et quand ils quittent la propriétaire, elle est encore vivante, hein, ils lui donnent même un petit peu d'eau, voilà. Elle est encore vivante. Ils s'en vont, et effectivement, quelques heures après, elle est retrouvée morte chez elle, de plusieurs balles dans la peau quand même. C'est ça qui va déclencher l'enquête du commandant Chanel. Donc bien sûr, les premiers soupçons vont se porter chez ces deux jeunes cambrioleurs, Laurent et Samy. Surtout que Samy est retrouvé très vite. Samy est retrouvé très vite puisqu'il n'est pas très intelligent, et quand il descend l'escalier, il croise quelqu'un qu'il reconnaît très bien, puisqu'il y a un des locataires de l'impasse de Conti qui a fait appel à lui quelques jours avant pour changer une serrure. Donc il travaille chez un serrurier, donc il est assez connu comme artisan. Vraiment pas intelligent. Vraiment pas très intelligent. Il va faire un casse sur les lieux de travail. Mais Laurent est pas non plus très intelligent, mais il a son crédit, il est plus jeune, il est plus innocent, etc. Donc bien sûr, les premiers soupçons du commandant Chanel, qui est un commandant qui a de la bouteille quand même, on dira, qui est presque à la retraite, qui a 58-59 ans, il arrive au bout de la retraite, et Chanel, bien sûr, les soupçons vont se porter chez ces deux jeunes cambrioleurs. Alors je vous dis tout de suite que ce ne sont pas eux qui ont commis le crime, parce que ce serait trop simple, et le livre s'arrêterait page 30, et donc bon, voilà, il n'y aurait plus de suspense. D'ailleurs, Chanel s'en doute tout de suite, hein, il dit c'est trop facile. Voilà. Donc Chanel, c'est un flic à l'ancienne qui fonctionne beaucoup sur l'intuition. Absolument, absolument, mais alors je voulais quand même préciser que c'est un polar actuel, hein, ça se passe en 2015, donc oui, tout à fait, donc il y a des équipes qui cherchent les ADN, il y a tout ça, mais Chanel lui travaille un peu, c'est un flic à l'ancienne, un petit peu à la Maigret, un petit peu à la Sinon, à la Léo Mallet, enfin voilà, c'est quelqu'un qui travaille un petit peu à l'ancienne. Quelqu'un droit dans ses bottes, il aime bien être ignoré de sa hiérarchie, il ne fait rien pour son faire. Il a un taux d'élucidation qui est assez record dans sa boîte, mais il ne fait rien pour tirer les honneurs.
Bien sûr, et d'ailleurs il n'aime pas parler en public, il n'aime pas les grands discours, il n'aime pas parler avec la presse, c'est quelqu'un d'assez discret. Il est très misogyne au début, après ça va s'améliorer au fur et à mesure du livre, parce qu'il va être aidé par deux jeunes élèves commissaires qui vont l'assister un peu. Il va améliorer sa misogynie, disons. Il va devenir plus sympathique. Il va devenir plus humain, mais au début c'est quelqu'un d'assez dur quand même. Hein. Un petit extrait comme ça pour vous montrer un peu le personnage. Au départ du livre, il doit faire un discours pour le départ en retraite du commandant Roland. Et voilà ce qu'il pense. Qu'il soit soporifique ou percutant, le commandant Chanel abhorrait les discours. Il préférait le murmure des aveux et le bruit intense de la respiration du présumé coupable. Ces hommes le confirmeraient, il est un discret, un mesuré. Et l'idée de mettre en avant sa petite personne lui était insupportable. Il aimait être apprécié, mais surtout ignoré de sa hiérarchie. Absolument. Donc ça fixe le personnage taiseux, qui n'a qu'un but, c'est de résoudre son histoire. Voilà, absolument. Droit dans ses bottes, mais on est loin du cliché du flic qu'on retrouve dans certains romans de mes collègues, hein, flic alcoolique, dépressif, etc. Non, c'est quelqu'un de normal. Hein. Oui, c'est quelqu'un de normal, il ne boit pas, il n'est pas dépressif, il est même un petit peu musicien, il joue d'un instrument un petit peu rare. Voilà, il joue du piano, il joue de la térébenthine, c'est un instrument un petit peu rare. Voilà, donc il est un petit peu à part, mais sinon c'est quelqu'un, il vit dans un immeuble un peu délabré, hein, ça c'est son côté un peu marrant, il est musicien et il s'amuse à jouer de la musique avec le juge, il a des accointances avec le juge Pamiès, qui est musicien aussi. Qui a son âge d'ailleurs. Ouais. Et donc le livre se développe sur deux aspects. On a l'aspect art premier, et on a aussi tout l'aspect du fonctionnement de la police, du 36 quai des Orfèvres. Oui, parce que souvent quand je vois des séries à la télé, je suis un petit peu surpris parce que ça se passe pas comme ça dans la vie. Donc j'ai voulu moi aller au quai des Orfèvres, discuter avec des gens, avec des commandants, des capitaines, etc. et voir la vraie vie des flics. Et c'est vrai, c'est un flic un petit peu pas banal parce qu'il est comme commandant, il a un grade assez élevé, il a fait 35 ans dans la police, mais il est un petit peu singulier, il est un petit peu à part, mais vous allez voir que son enquête va lui donner bien du mal parce qu'il n'est pas confronté à ce genre de choses. Et c'est vrai que pour lui, la sorcellerie, c'est quelqu'un de très cartésien au départ. Droit dans ses bottes, tu l'as dit tout à l'heure. Très cartésien. Ça va le perturber. Complètement. De sorcellerie, de sortilège, de statues ayant des pouvoirs un petit peu magiques. Voilà, là, on est dans le vaudou, on est dans c'est un livre, il faut faire attention un petit peu. Et d'ailleurs, vous avez vu la couverture, hein, il y a une statuette Mimondi. Ça fait un petit peu peur, mais enfin, bon, moi j'ai mis attention à ne pas trop vous piquer quand même. Bon. Mais donc, on voit bien, en plus, que tu développes beaucoup tes personnages, la psychologie de tes personnages. C'est ce qui est intéressant dans le roman aussi. Ce ne sont pas des personnages monoblocs, ils ont tous leurs failles, ils ont tous leurs atouts et leurs faiblesses. Oui, mais c'est vrai que encore une fois, on est dans le format polar de Michalon, donc souvent j'ai eu certains blogueurs qui m'ont écrit en disant j'ai bien aimé votre livre, mais je trouve que c'est un peu court, on aurait bien voulu aller encore un peu plus loin. Alors, je rappelle que c'est pas toujours nous les écrivains qui décidons du format, parce que nous ce qu'on nous impose chez les éditeurs c'est un certain nombre de signes. On nous dit voilà, vous allez faire un ouvrage qui comporte 350 000 signes, 300 000 signes. Voilà, il faut qu'on se débrouille pour avoir, parce que c'est une question aussi de pagination, etc. On ne maîtrise pas toujours ça, hein. C'est pas, à part Catherine Pancol qui fait des grands livres, voilà, mais c'est autre chose, elle est très célèbre. Nous, les écrivains, on nous impose souvent des formats, d'ailleurs, avec un nombre de signes à respecter, etc. Donc c'est vrai que j'aurais aimé aller plus loin, mais d'ailleurs si ce livre il marche bien, d'ailleurs en librairie, on est assez content avec l'éditeur,
je pense que je vais peut-être écrire une suite, enfin pas une suite, mais une autre affaire avec notre commandant Chanel, parce que je l'aime bien, ce commandant Chanel. Oui, il est attachant. Il est très attachant, simplement il faut que je fasse attention, parce qu'il a 59 ans, il peut pas résoudre 50 000 enquêtes. Mais bon, et il est encore jeune, et puis on peut, par des subterfuges littéraires, on peut s'amuser à le faire revenir, par exemple, au début de sa carrière, dans les années 80. Ça peut être justement très intéressant, parce que justement, à cette époque-là, il n'y avait pas d'ADN, et donc on est plus dans l'intuition, dans le flair, Et quand tu penses à James Bond, quand même, il a la bouteille, le James Bond, depuis le temps, il est encore actif. Oui, mais il y a eu 7, il a usé 6 ou 7 pour le James Bond, entre, quand tu vois Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan. Après, il y a eu un petit truc avec un mannequin australien, entre-temps en 69, samedi de Sa Majesté. Lazenby, voilà, c'est ça, et puis après tu as vu le nouveau là. Donc alors ce qu'on retrouve dans ton polar, quand on a lu un peu tes romans précédents, c'est cette volonté de recherche, ce côté un peu érudit qui est passionnant. On se plonge vraiment dans ce que tu racontes, dans l'art africain. Tu donnes plein d'informations et c'est jamais faux, quoi. Je trouve que tu utilises le bon dosage pour intéresser le lecteur. Moi, je ne sais pas comment mes autres confrères, amis, écrivains travaillent, mais moi c'est vrai que j'ai signé pas mal de romans historiques. J'ai écrit beaucoup de romans, enfin j'en ai écrit 2 surtout, qui est le roman du café que j'avais fait l'année dernière, qui est un roman sur toute l'histoire du café à travers les siècles, mais un vrai roman où il y a un personnage qui s'appelle Julien, etc. Mais on déroule le fil du temps. L'année d'avant, j'avais fait le roman du parfum, un livre qui a eu pas mal de succès. C'est pareil, on est dans le roman historique. Et comme j'ai l'habitude, parce que je suis en train de travailler un roman sur le thé là, pour l'année prochaine, j'ai l'habitude de faire des romans historiques. Qu'est-ce que je fais dans les romans historiques? Je fais beaucoup de recherches. Donc là, dans le polar, j'ai travaillé exactement de la même façon que j'ai écrit le roman du café, le roman du parfum. Donc effectivement, je suis allé sur place, je suis allé au musée des Arts Premiers, je suis allé à la Gare de Lyon, j'ai visité au moins, je suis allé déjeuner au restaurant Le Train Bleu, d'ailleurs c'était très agréable. On y croise d'ailleurs mon ami Vladimir Fedorovski, ça c'est un petit clin d'œil, écrivain russe très connu. Voilà, donc c'est vrai que j'ai travaillé ce polar comme je travaille un roman d'histoire. Tout simplement, c'est pour ça que j'aime bien, j'ai le souci du détail, et j'aime bien préciser, j'aime bien aller dans les lieux avant d'écrire une scène ou d'avant d'écrire un chapitre. Alors, roman historique, pourquoi le polar Alors, l'univers. J'avais déjà écrit, si tu veux montrer ce que j'ai fait, donc ça c'est du roman historique, c'était l'année dernière, ça c'était il y a 2 ans, ce livre il a eu pas mal de succès, un roman du parfum, je raconte l'histoire du parfum à travers les siècles, depuis les origines du parfum en Égypte jusqu'à aujourd'hui. Mais j'avais déjà fait un polar en 2012 qui s'appelait À la folie, qui était plus un thriller du coup, je vais t'offrir celui-là, tu ne l'as pas lu, plus un thriller qu'un polar. Et cette année, j'ai eu envie de faire un vrai polar, donc pour le coup. Et puis c'est aussi et puis ça, c'était une petite comédie romantique, mais autour du parfum. Et celui-là, j'ai une très bonne nouvelle. Il va sortir en poche le 8 avril 2016, avec un tarif poche et un prix poche à 6,50. Je suis super content. Déjà, on aura une plus grosse diffusion, donc en poche, c'est toujours des gros tirages. Et puis ensuite, ils seront plus accessibles, tu vois, au niveau prix. C'est important pour un auteur d'être plus c'est important d'être plus diffusé Déjà, il y a le nombre d'exemplaires, avec un tirage à 20-30 000, c'est déjà mieux. C'est un gain de notoriété aussi. Oui, un gain de notoriété. Au niveau financier, c'est pas... Discuter avec une auteur, c'est pas super intéressant pour vous. Ça dépend ce que tu fais. Moi, je fais pas mal de choses. J'ai écrit pour les autres aussi. Et c'est sûr qu'il faut faire beaucoup de salons et beaucoup de rencontres et beaucoup de rendez-vous pour gagner sa vie comme ça. Ouais, oui. Enfin, il y a des salons, il y a tout un tas de choses. Il y a des salons, oui. C'est des lieux importants où on aime bien traîner, nous. Là, moi, je suis à Paris à la fin du mois. Il y a le salon de... Je vous invite d'ailleurs, si c'était surtout là, c'est un peu loin. C'est le salon de Radio France. Oui, c'est un salon qui est assez réputé. Qui est très sympa. Ça se déroule sur 2 jours et c'est à la Maison de la Radio.
Alors c'est bien parce qu'on y croise tout un tas de journalistes, on y croise Bernard Thomasson, tu vois, il travaille chez France Info, voilà, on y croise des gens comme ça. Donc, ça peut être intéressant aussi pour faire des interviews, pour des connexions radio, on y croise des gens de France Bleu, voilà. Et c'est pas mal parce que nous, on aime bien ce genre de salon. Sinon, je fais beaucoup de salons, hein. Je vais à Limoges déjà, je vais à Limoges l'année prochaine, j'ai déjà le rendez-vous qui est pris, je vais à Autun, c'est pas loin d'ici, Autun. Ah si, c'est un petit peu plus haut. Lyon, c'est dommage parce qu'il y avait un très beau salon sur Lyon qui était organisé par mon ami là. Oui. Et il voudrait bien en refaire un à Lyon, mais apparemment c'est compliqué. Sinon, il y a Quai du Polar à Lyon, mais il y avait un très beau salon qui se trouvait place Bellecour, il y a encore quelques années, qui était un super salon. Dommage, et ça a été arrêté, c'est dommage parce que la place vraiment et le lieu se prêtaient beaucoup. Ouais, parce que c'est vrai que faire des rencontres. Quai du Polar, c'est vraiment spécialisé. Voilà. Les salons plus généralistes, c'est intéressant, quoi. Oui, parce que moi, si tu veux, je suis invité dans les salons du polar et je suis invité aussi dans les salons traditionnels, puisque ça, on est dans la littérature générale, c'est une histoire d'une comédie romantique autour du parfum. Ça, on est dans le thriller. Purement thriller. Hein. Je fais la différence entre, tiens, ça peut être intéressant aussi pour les gens. Ça. Voilà, la différence entre un thriller et un polar. Souvent les gens vont dire, ah bah oui, mais dans le thriller, ce qui est important, c'est l'action. C'est vrai, c'est plus l'action. Et il y a une enquête, effectivement, avec un commissaire ou avec un commandant, mais l'enquête, elle est secondaire. Ce qui compte, c'est l'action. Thriller, ça veut dire frisson en anglais. Donc ce qui compte, c'est que le lecteur frissonne. Et l'enquête, elle passe un petit peu au second plan. Que dans le polar, c'est pour ça que je dis que c'est un vrai polar, hein, dans le polar, je vous dis, on est aux côtés, on est vraiment avec lui, longueur de journée, on est dans sa tête, on est dans son... on le voit raisonner, on le voit mener l'enquête, on est avec lui le soir chez lui, on l'accompagne tout au long de son enquête, et puis on est un petit peu son assistant. Voilà la différence entre un polar et un thriller. J'ai écrit les deux, donc voilà, moi c'est comme ça que je le sens, hein. C'est peut-être pas comme ça que le sentent tous les autres. Et donc pour toi, écrire un roman historique ou un polar, c'est exactement le même travail? Ah non, c'est pas le même travail, parce que, mais si tu veux, j'aborde l'écriture de la même façon, c'est-à-dire visite des lieux, recherche, documentation, et puis après écriture. Mais c'est pas le même travail quand même, parce que c'est vrai qu'un roman comme le roman du café, ça m'a demandé 2 ans de travail. Parce que justement, j'ai rien fait en 2013, puisque celui-là, je l'ai sorti fin 2012, et celui-là, début 2014. 2 ans de travail, parce que je suis allé en Colombie aussi. Et puis, on suit... j'ai fait des photos en Colombie, avec la récolte du café, je parle de on voit la fleur de café, on voit comment se récolte le café, et surtout on est dans l'histoire du café. Mais c'est un roman. On suit les pas de Julien. Alors, oui, le roman du café, c'est un vrai roman. Mais à la fin du livre, il y a toutes les annexes, où là, il y a un précis sur l'histoire du café, où là, on est dans l'histoire pure et véritable. Et il y a plein de petites rubriques que j'ai adoré faire, comme les grands crus de café, comme comment boit-on un café dans le monde, avec la cérémonie dans tous les pays, ça c'est génial. L'abécédaire amoureux du café, comment on parle café, comme le vin, il y a un langage de parler café. Et puis surtout, les femmes et le café, aussi une histoire d'amour et de même selon les périodes et selon les époques. Et puis la santé par le café, très intéressant, avec des petites choses sur des choses qui sont bonnes pour la santé et mauvaises pour la santé, avec ou sans sucre selon les pays, le café, le sommeil, l'accoutumance, vertus et recettes d'une marque de café. Donc c'est vraiment un livre, le roman du café, c'est vraiment un livre complet sur le café, ça n'a jamais été fait comme ça. D'accord, et là donc tu prépares le roman du thé? Je prépare le roman du thé, ça ne s'appellera peut-être pas le roman du thé, parce que là je ne travaillerai pas dans la même collection d'édition du Rocher, on appellera peut-être ça Pur Thé Noir ou La Dame de Thé, enfin, mais c'est vraiment, ce sera fait de la même façon que le roman du café, c'est-à-dire il y aura un vrai roman autour du thé, et après il y aura l'histoire du thé à travers les siècles, les femmes et le thé, les salons de thé d'ailleurs, ça peut être une rubrique, les salons de thé, le thé, la santé, etc. La cérémonie du thé. La cérémonie du thé, absolument, ça sera dans les annexes. D'accord. Voilà. Et j'ai donc mon petit Si tu savais, là, qui est quand même... là j'ai donné l'accord, mais ça faisait plusieurs années, mais j'avais un problème de droit avec mon éditeur qui s'appelle France Empire. Et cette année, mon éditeur, le PDG de la boîte, est décédé, donc il avait 83 ans.
J'ai donc récupéré les droits de... Rachel-nous, tu n'y dis pour rien. Non, oui, mais ça m'arrange un peu parce que si tu veux, J'ai bien compris. paix à son âme, ce pauvre Jean Castanet. C'est le vaudou d'Albane Saint-Germain-de-Retz, qui est la femme d'un... Mais on parle beaucoup de Jacques Chirac, c'est marrant parce que c'est un préfet sous Chirac, un préfet à la retraite, qui a été... Ce que tu as oublié de dire, Denis, excuse-moi, juste avant, c'est que, en fait, l'enquête se passe en deux temps. Monsieur Saint-Germain-de-Retz, qui est le mari donc, de cette dame qui est retrouvée morte, a été assassiné 6 mois avant. On a retrouvé son corps dans la Seine. Et en fait, c'est Chanel qui arrive à relier les deux meurtres. Et on verra, il n'y a pas que 2 meurtres. Hein. On va... Non, mais on va pas dire plus. On est dans le... mentir sur le meurtre du mari pour pas dévoiler trop de choses. Mais on est quand même dans ce qu'on appelle les crimes sériels, c'est-à-dire serial killer. On appelle ça les crimes sériels en français. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez poser des questions à Pascal? Il est à votre disposition. Ah oui, moi je suis là, je suis venu pour vous, alors il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. J'ai peut-être pas suivi. Pourquoi les arts africains et pas un autre? Pourquoi les arts africains? Et pas un autre, pourquoi pas dans le cadre d'un autre musée, je sais pas, le Louvre, je sais rien. Le Louvre, c'est un peu gros peut-être. Non, parce que le Louvre, ça a déjà été fait avec Da Vinci Code. Et puis parce que c'était un sujet où j'avais envie de travailler là-dessus. Et il se trouve que quand j'ai commencé à faire mes recherches, la conservatrice du musée m'a ouvert les portes du musée, donc ça m'a un petit peu facilité les choses. Il y avait plus ce côté sorcellerie aussi, c'était pas... Oui, j'avais envie de faire des... Et d'ailleurs, j'ai déjà des idées. J'ai déjà des idées pour le prochain Chanel, mais en attendant j'ai le thé, mais j'ai déjà un truc dans la tête, on a toujours des trucs dans la tête. J'aimerais bien que Chanel opère toujours dans un milieu un petit peu surnaturel, un petit peu mystique, etc. Et j'avais trouvé ces statuettes avec justement chargées de vaudou et de sorcellerie, un sujet intéressant. Et j'aimerais bien que dans le prochain Chanel, par exemple, ils reviennent avec autre chose, avec des revenants, ou le diable, un peu celte. Voilà, ouais, oui, pourquoi pas. Comme dans le bretonne, là. Oui, Le breton. Non, moi je suis pas breton. Non. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas, avec des croyances, avec des choses, il y a pas mal de choses intéressantes. La mythologie celte. Oui, la mythologie celte, par exemple. Voilà. J'aimerais bien qu'ils reviennent toujours dans des circonstances un petit peu particulières, un petit peu, voilà, que ce soit pas, voilà, que ce soit pas des enquêtes classiques. Et d'ailleurs là, il a bien du mal. Oui, parce qu'il est tellement cartésien. Il est très cartésien, c'est quelqu'un de, tu l'as dit d'ailleurs, c'est quelqu'un de droit dans ses bottes. Donc on est vraiment... voilà. D'autres questions? D'autres questions? Je vais laisser Pascal à votre disposition. Il a ramené des livres et... J'ai quelques livres, si vous voulez acheter mes ouvrages, c'est avec plaisir que je vous les signe, et si vous voulez des conseils. Merci Pascal. Avec plaisir. Merci, merci. C'est passionnant. Voilà.